Oui, bonsoir tout le monde. Donc merci d'avoir fait le déplacement par un temps qui n'est pas aussi facile aujourd'hui. Il y a du vent, il pleut. Donc ça sera pour quand même un sujet que je trouve important, un sujet d'importance par rapport à ce qui va être donc projeté. Un documentaire donc d'un ami qui s'appelle donc Magwar Pembi, ici présent. Donc sans rentrer dans les détails, c'est sûr qu'on va aller donc très rapidement dans la mesure où on a perdu du temps donc sur la projection. C'est un petit film documentaire qui a été tourné à Kisantu, donc dans la banlieue sud de Kinshasa, et qui relate donc une situation qui peut nous toucher chacun, c'est celle des prisonnières de la vie. On va donc regarder le film et ensuite on aura une petite discussion et en fonction donc de ce qui va ressortir, on pourra aussi faire un petit geste éventuellement pour ceux qui ont les moyens pour comment aider ces pauvres femmes qui se retrouvent prisonniers dans un hôpital parce que tout simplement elles n'ont pas les moyens de pouvoir payer les frais de l'accouchement. Voilà, donc je m'arrête là et M. Magwar Pembi va donc conclure. Donc projection tout de suite. Ensuite, on va avoir un petit échange avec la salle. Et après, donc, il y aura des questions, tout ce qu'on peut évoquer sur ce que le film ressort. Pour la beauté de son jardin botanique, pour ses structures éducatives, mais aussi pour son hôpital, l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. C'est l'hôpital. Est-ce qu'on peut mettre la lumière ou... Magwar, tu vas monter. Voilà, donc... Après la projection, voilà, donc vous avez vu le documentaire, je trouve qu'il est très très bien fait, avec un style qui exprime réellement le désespoir de ces pauvres femmes, ces pauvres jeunes filles qui se retrouvent dans des situations difficiles. On a vu, bien sûr, dans le film, il y a beaucoup de sujets qui ressortent, donc on a les problématiques des services publics, l'accès aux services publics, donc là c'est le service public de la santé. Comment s'organiser pour prendre en charge des gens qui sont dans des situations de détresse. On a parlé, on a vu que ça parle de mutuelles, ça parle de tiers payants. Mais moi, surtout, ce qui me frappe, je laisserai après la parole à l'auteur, c'est vraiment le fait qu'on est toujours là à tendre la main et on attend toujours que l'Union européenne ou les Européens viennent aider pour libérer. Surtout, ce sont des sommes extrêmement faibles. On parle de 5 $, de 2 $ pour faire sortir quelqu'un qui est prisonnier parce qu'il a donné la vie. Donc c'est surtout ça qui m'interpelle le plus. Et je trouve quand même que le travail de Magwar est vraiment édifiant et c'est de l'injustice qui frappe un peu ces grandes villes africaines et la pauvreté extrême. Parce que là, on est dans la pauvreté extrême, des gens qui n'ont même pas 1 $ par jour et qui sont dans la survie. Bon, il y a d'autres sujets qui ressortent aussi, les filles mères, on a vu un peu, la plupart sont des jeunes filles très très jeunes, donc elles tombent enceintes parce qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, les contraceptions ne sont pas connues ou très peu dans les quartiers populaires, donc il y a tout un pan d'éducation à faire et qui n'est pas souvent fait. On voit bien aussi la responsabilité des papas qui disparaissent dès qu'ils voient que ça va leur coûter cher. Et tout ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est ça, c'est l'Afrique réelle, c'est l'Afrique des difficultés, c'est l'Afrique... Mais en même temps, je trouve que le film, il y a beaucoup de dignité dans le visage de ces jeunes filles. On sent quand même qu'elles sont meurtries, mais elles sont debout, elles gardent leur dignité. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de poignant. Donc, je laisse la parole à Magwar pour nous dire un peu quelles sont son impression,
comment il a tourné, par exemple, ce film, dans quel contexte, qui ne doit pas être facile. Hein. On est quand même en RDC. C'est encore des régimes qui sont forts, un peu dictatoriales. Donc, ensuite, on va commencer à la discussion. Merci, Ibrahima. Je pense que je ne veux pas dire grand-chose. Je pense que le mieux serait que si vous avez des questions plus ou moins précises, je vais répondre. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis à propos du Congo. J'ai tourné le film, je suis allé à l'hôpital, j'ai parlé aux autorités et je leur ai dit ce que je voulais faire. Donc j'ai fait le film. Et puis il est arrivé quelque chose il y a quelques semaines. Quand j'ai commencé à faire la promotion du film sur Internet, il y a une autorité de la place qui m'a fait parvenir un message pour me dire d'arrêter. Par personne interposée. Par une autre personne pour me dire d'arrêter de faire la promotion du film. Bon, j'ai eu le message par personne interposée, je n'ai pas répondu, je me suis dit s'il veut me parler, il n'a qu'à me parler. Comme il ne l'a pas fait, je n'ai rien dit. Donc on continue. La vérité, c'est qu'on n'a pas la prétention de changer le monde, c'est peut-être pas ça le but, mais c'est savoir qu'il y a des personnes qui sont là, qui existent, et pour qui un petit geste peut avoir un effet bénéfique incroyable, qu'on n'imagine pas. Et ce n'est pas de grosses sommes d'argent. C'est vraiment, ça montre à quel point les gens sont tellement pauvres qu'il leur aurait suffi de cotiser environ $1 par mois avec la petite mutuelle de santé qui fonctionne là-bas pour qu'elles puissent aller à l'hôpital et accoucher sans problème. Et c'est quand même dommage, sur la planification familiale, sur les contraceptifs et tout, mais c'est quand même dommage parce que c'est pas juste l'Église qui interdit ça. Genre, c'est l'opinion, la tradition, et les gens, tu sais, quand tu dis il faudrait la contraception et tout le monde se dit mais pourquoi tu dis ça? C'est un truc des Occidentaux, nous les Noirs, on fait pas ça et tout. Et c'est triste un peu parce que ce problème-ci, on se retrouve, oui, on va payer pour qu'ils puissent sortir, mais en même temps, on se retrouve encore avec un autre problème parce que si ces personnes-là sont pas capables de sortir de l'hôpital, qui vous dit qu'ils seront capables de nourrir leurs enfants? C'est un cercle. Personnellement, je proposerais des options à cet hôpital-là. Oui, chercher une source de financement à l'extérieur, c'est une bonne chose, toujours. Un hôpital a toujours besoin de ça, ce n'est pas une structure commerciale qui fait des bénéfices. Donc on peut toujours aider un hôpital. Mais cet hôpital-là, qui reçoit des patients venus d'ailleurs, pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce que justement ils ont le choix. Ils ont le choix, ils sont attirés par la qualité des soins qu'il y a là. Ils sont attirés par les coûts moindres. Ils viennent de la capitale, ils viennent de partout. C'est d'abord sélectionner ces gens-là et de ne pas les accepter. Parce que ces gens-là viennent consommer des ressources de l'hôpital. Comme ça, l'hôpital pourrait faire des économies, les réorienter vers une autre ligne de dépenses comme la prise en charge des indigents. Ça, c'est une option. Qui n'ont aucun suivi et qui débarquent pour accoucher. Ça arrive. Ça arrive. Donc, ça veut dire que le médecin, il prend le risque, le gynécologue, de la faire accoucher sans savoir, avec tous les risques que ça comporte, de la faire accoucher juste comme ça parce qu'il n'a pas le choix. La femme arrive à 2h30 du matin avec déjà, on travaille déjà. Qui a déjà 17h. Ok. Ce qui fait que quand ils arrivent, il y a 64, tu as dit c'est une capacité de 64 places. 34, oui. Donc il y a 34 qui sont là, sur des lits, parce que je sais que le même cas arrive au Cameroun, mais généralement les tasses, on les met, elles vont être au sol, elles vont laisser la place, les lits aux autres. Oui, on va les mettre au sol pour libérer la place pour les autres. Parce que ce que tu me dis, c'est qu'on les laisse quand même dans leur confort sur leur lit. Mais ça ôte cette place à d'autres mères. Ça veut dire qu'il y a des mères qui sont refusées à un moment donné. Très flatté et puis un peu de tristesse à voir ce qui se passe. Je suis de ces coins-là. J'ai même ma tante qui est à Kisantu, qui habite à Kisantu là.
Je connais un peu la réalité, mais j'encourage Dr Magloire à continuer ce qu'il est en train de faire. Ça passe pour le but de sauver des vies. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, que l'intimidation et tout ça ne t'arrête pas. Parce que même si demain tu seras arrêté à cause de ça, je sais que ces gens-là, ils le font parce que tu montres l'image et la réalité à l'extérieur. Donc, c'est un peu dans ce... C'est ça. Fait que je voudrais savoir, est-ce que dans la zone de santé, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation à une sexualité responsable? Je sais que ça ne va pas résoudre 100% le problème, mais ça pourrait quand même réduire une proportion du problème. Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont été mises en branle dans cette région-là, dans les campagnes, auprès des élèves, etc. Puis deuxième question, pratico-pratique, qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette projection? Est-ce qu'il y a une chose qui vous attendez de la communauté congolaise, de l'association congolaise? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part des Africains de Québec? Merci beaucoup. Première question, il faut que je vous place dans le contexte. Donc, la région de Kisantu, c'est un bastion, entre guillemets, de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est arrivée là avec la colonisation vers 1885. Donc tout ce qui est école, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui a été construit là, au départ, ça a été construit par l'Église catholique, c'était géré par l'Église catholique. Donc il y a un grand réseau d'écoles, il y a un réseau de centres de santé, ils gèrent tout ça. Bon, ça commence à baisser un peu parce que la population a augmenté et puis il y a d'autres acteurs qui viennent, mais ça existe. Ce qui fait que cet enseignement-là sur la sexualité, déjà dans le cadre strict de l'Église, ça existe. Vous savez ce que l'Église dit, tant que vous n'êtes pas marié, vous ne faites rien. Ça, c'est le discours officiel. Je ne sais pas combien de gens pratiquent ça. C'est ça qui est dit. Monsieur l'abbé, pardon. Oui, si vous permettez, je finis comme ça. Alors, il y a ça qui est dit, mais aussi dans le cadre de la formation scolaire, il y a des cours qu'on appelle l'éducation à la vie. Tout ça est enseigné. Mais le problème par rapport à ces femmes-là, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez remarqué qu'elles sont très jeunes. Donc, dans leur parcours à elles, ces femmes-là, il y a déjà le décrochage scolaire. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir été exposée à ce type d'enseignement, la probabilité est faible, déjà. Une chose. La deuxième chose, c'est des femmes qui sont dans des conditions de pauvreté et de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une jeune femme ne sait pas acheter sa paire de sandales, bon, on va même pas aller, ne sait pas acheter le linge pour assumer ses menstrues, parce que ça c'est basique. C'est basique. Physiologiquement, elle voit ses menstrues, il faut au moins acheter le linge pour ça. Elle est dans une situation où elle ne peut pas acheter ça. Donc cette fille-là est très vulnérable. Très vulnérable. On va dire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où elle croise quelqu'un qui lui promet peu ou prou de subvenir à ça, elle est en situation de faiblesse. Donc c'est un peu le parcours de ces jeunes filles-là qu'on voit. Et donc finalement, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait en amont pour prévenir. Mais il y a aussi la réalité, les faits sont là. Ces femmes-là, bon, on ne les a pas vues debout. Donc, docteur, il comprend. Quand tu vois une femme qui fait 1m45, 47, qui est malnutrie depuis un certain nombre d'années, qui a fait à peine une CPN, une seule consultation, quand elle vient, vous savez que vous allez probablement l'opérer, mais elle n'a aucun sou. Elle n'a aucun sou. Donc, on va quand même souligner quelque chose de positif par rapport à cet hôpital-là, c'est qu'on opère ces femmes alors qu'elles n'ont absolument rien. Ça, ils le font. Ce que d'autres hôpitaux ne font pas. Vous arrivez, vous n'avez pas d'argent à Kinshasa, ben on attend que vous ayez l'argent, on ne fait rien. Le serment d'Hippocrate, non, pas bon, c'est très compliqué cette histoire-là. Donc là, on les soigne quand même. On les soigne et puis après on dit, bon, on vous a soigné, payez les frais et elles ne peuvent pas payer. Et comme on n'a pas la possibilité d'aller les chercher,
parce que c'est ça aussi l'autre problème. L'État n'existait pas, l'état civil n'existait pas. Qui habite où, avec qui, personne ne le sait. Ici, quand tu roules, tu passes sur un point à péage où il y a un système de photos, on prend la photo de ta plaque, 3 jours après, tu as chez toi à la maison la facture, tu as traversé un pont. On n'a pas besoin de te voir. Là-bas, quand elle sort de l'hôpital, on ne sait pas où elle habite. J'apprécie ce que vous avez fait. Mais quelle est la part de l'église locale de Kisantu? Tout le temps, on a tendance à recourir à Missio, à tout. Je pense que on pourrait en parler de la limitation des naissances pour celles qui en ont probablement déjà eu, mais pour celles qui sont à leur premier ou à deuxième enfant, c'est quand même un peu plus difficile de leur parler, de leur dire de limiter les naissances. La question, c'est vraiment une question. Le problème est la macrostructure du pays. C'est ça, en fait, le problème. Donc, tout ce que nous, on pourrait faire, c'est des pansements. Et en attendant et en travaillant pour que ça aille mieux. Voilà. Donc, on a vu des femmes qui ont fait 3 mois. Moi, quand je faisais mon stage là-bas, j'en avais vu qui avaient fait 7 mois. Donc, c'est dommage, mais c'est ça. Nous, on peut pas arrêter ça, c'est un cercle vicieux, là, mais j'ai dit, du moment qu'on est sollicité, autant bien le faire. Moi, je pense qu'on n'est pas nombreux ici, là. On ne peut pas cotiser grand-chose, mais est-ce qu'une idée que j'avance, hein, est-ce qu'avec l'association congolaise, ce ne serait pas possible de faire une soirée spaghetti, comme on fait souvent ici? Ça permet de rassembler beaucoup plus. Aujourd'hui, la mutuelle, c'est pour la zone de santé de Kisantu. Puisque ça semble marcher correctement, le but, c'est de dupliquer l'expérience dans toutes les autres zones de santé. Mais actuellement, c'est pour ceux qui habitent Kisantu et qui sont dans la zone de santé de Kisantu. Comme tu sais, Kisantu à 120 km de Kinshasa. Et donc, comme c'est un hôpital confessionnel et qu'il y a une tarification forfaitaire, il y a même des gens à Kinshasa qui font le déplacement pour aller se faire soigner là-bas. Parce que pour la même intervention, là, à Kinshasa, tu paierais 1 500 $. Là-bas, tu paierais 250 $. Donc, mais c'est sûr que l'important, c'était simplement de mettre le doigt sur un sujet précis. Et je pense que le mérite du travail de Magloire Pembi, c'est vraiment d'avoir mis le focus sur ce sujet. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet difficile, dans un continent qui est difficile. Et je pense qu'il a le mérite d'avoir donc cet encouragement. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un CD ou un DVD qui a été fait du documentaire. Et Magloire continue à travailler comme ça, c'est sûr qu'à nous ramener des sujets chauds du continent. Et puis moi j'invite, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Les associations africaines, tu l'as si bien dit, auraient dû être là parce que c'est quelque chose qui peut nous interpeller en tant qu'Africains et dans notre humanité tout simplement. Maintenant, au-delà de l'humanitaire, c'est sûr qu'il y a des questions de fond qui nous échappent. On n'est pas aux responsabilités d'un hôpital ou du pays. Mais je pense que, voilà, moi je crois à la diaspora et à sa capacité de mobilisation. Et je pense que sur ce sujet-là, on peut être sensible à ce qui se passe dans cet hôpital si lointain. Merci beaucoup et merci de vous avoir déplacé et je vous remercie.